Et c'est totalement artificiel. Il n'y a jamais eu de séparation dans l'histoire entre ces deux morceaux de la Palestine. Ce que dit très clairement la déclaration Balfour, c'est que l'établissement d'un foyer national en Palestine ne devra pas porter atteinte aux droits des Juifs qui vivent en diaspora, ni aux droits des habitants non-juifs de la province de Palestine. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre de partisans de la déclaration Balfour, des Anglais je veux dire, ont en même temps à l'intérieur du Royaume-Uni des positions antisémites. Alors le mot sionisme, d'abord le mot date de 1890. Et ce qui est très étonnant... Georges Bensoussan, bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast vidéo du CERIF. Je vous présente brièvement. Vous êtes historien, vous avez une formation classique, vous êtes passé par le lycée Henri IV, la Sorbonne où vous avez soutenu une thèse de doctorat. On vous connaît aussi sous le nom de Emmanuel Brenner, c'est l'auteur pseudonyme des Territoires perdus de la République. Je crois qu'il est paru en 2004. 2002. 2002. Une nouvelle édition en 2004. Voilà. Et très en avance sur son temps, qui décrivait des phénomènes qu'aujourd'hui on trouve généralisés sur tout le territoire. Vous avez aussi écrit un best-seller sur les origines du conflit israélo-arabe, et j'aimerais justement qu'on revienne sur les origines de ce conflit, ses prolongements jusqu'à aujourd'hui, à travers les mots pour le décrire, pour le dire. Chaque terme utilisé porte une charge politique qui reflète une position dans le conflit. Par exemple, si on parle de Cisjordanie ou de Judée-Samarie, on peut décrire la même entité territoriale. Pour autant, la charge n'est pas la même. Territoire occupé, territoire disputé, etc. Bon, ma première question va être très simple et très difficile aussi. Qu'est-ce que la Palestine ? C'est une région géographique qui est très difficile à définir, d'ailleurs, qui va de la mer Méditerranée à l'outre-Jourdain, c'est-à-dire qui comprend actuellement ce qui s'appelle l'État d'Israël, les territoires palestiniens et la Jordanie. Et c'est une notion qui n'est en usage que dans les milieux occidentaux au XIXe siècle. C'est-à-dire que les indigènes habitant ce territoire, qu'ils soient arabes, druzes ou juifs, n'utilisent absolument pas ce terme. Les Juifs parlent d'Eretz Israël. Le mot Palestine, pour eux, est incongru. Pourquoi ? Parce que c'est un terme qui a été forgé par les Romains en 132 de notre ère, au moment de la dernière grande révolte nationale juive, la révolte de Bar Korba, qui était écrasée. Et pour déjudaïser la province, pour la vider de ses habitants, à la suite d'ailleurs d'un énorme massacre, ils ont débaptisé la province et ils l'ont appelée Palestine du nom des Philistins, un peuple de l'Antiquité, 6e siècle avant notre ère, qui avait été vaincu par les Cananéens. Bon, ça remonte à une histoire très ancienne. Et ils avaient même tenté de débaptiser Jérusalem, qu'ils avaient appelé Elia Capitolina, la ville haute. Bon, et ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais le mot Palestine est resté... Dans quelles années à peu près là ? Là, on est au 2e siècle de l'ère chrétienne. 132, 134, la révolte de Bar Korba a été écrasée en 134. Mais avant même l'écrasement de la révolte, dès 132, les Romains débaptisent la province. Ce nouveau baptême de la province n'a jamais fonctionné pour les habitants locaux. Il a fonctionné pour les descendants des Romains, c'est-à-dire le monde occidental, et en particulier l'Église catholique qui a suivi. C'est-à-dire que dans le monde occidental, au Moyen-Âge comme au temps moderne, avant la Révolution française, le mot Palestine est en usage. Et il est en usage avec le mot Terre Sainte. Bon. En revanche, les indigènes, c'est-à-dire les Arabes chrétiens, les Arabes musulmans, les Druzes, les Bédouins et les Juifs, sont essentiellement les 5 populations. Tous arabes ? Pas forcément. Les Druzes ne sont pas des Arabes. Les Druzes se considèrent comme musulmans, mais musulmans dissidents. Et l'islam traditionnaliste ne les considère pas comme des musulmans. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils parlent la même langue ? Oui, ils parlent la même langue, absolument la même langue. Et ils parlent la même langue dans une région beaucoup plus vaste que celle que je viens de définir, qui comprend aujourd'hui, outre ce que j'ai dit, le Liban et la Syrie. Donc c'est vraiment très vaste. Et d'ailleurs, les Arabes désignent ce pays comme Bilad al-Sham, le pays de l'Orient. Bilad al-Sham, le pays du soleil en fait, al-Sham. Et quand au XIXe siècle, disons, quand on demande à un indigène arabe, aussi bien chrétien que musulman, ou un druze ou un bédouin, comment il définirait le pays où il vit, d'abord c'est une notion qui n'existe pas parce qu'on ne se définit pas par un pays ou une nation, on se définit par un clan et une tribu, ce qu'on appelle en arabe une khamoula. La réalité de la région est une réalité clanique, ce n'est pas une réalité nationale au sens français du terme, au sens renanien du terme. Il ne vous dira pas la Palestine, il vous dira encore moins la Terre Sainte.
qui n'existe pas ni pour les Arabes musulmans, ni pour les Juifs. Il n'y a pas de terre sainte pour les Juifs. Il vous dira qu'il habite éventuellement, il vous le dira, pour les lettrés, les alphabétisés, qui sont une infime minorité, surtout chez les musulmans, il vous dira qu'il habite la Syrie du Sud, Souria al-Janoubiya, la Syrie du Sud. Les Juifs diront Eretz Israël. Alors, qui parle de Palestine? Je l'ai dit, les Occidentaux. Les Juifs disent Eretz Israël, qui veut dire terre d'Israël. Terre d'Israël, tout simplement. Eretz, c'est la terre. Eretz, c'est la terre. Bon, et la terre d'Israël, pourquoi? Parce que dans la Bible, vous ne trouverez nulle part le mot Palestine. Je parle de la Bible juive. Nulle part le mot Palestine. En revanche, Eretz Israël intervient souvent et Jérusalem est cité 699 ou 700 fois, je crois, dans l'ensemble de la Bible. Pas dans la Torah, c'est-à-dire pas dans les 5 premiers livres, mais dans l'ensemble de la Bible. Jérusalem est maintes fois cité. Bon. Donc voilà ce qu'est la Palestine au XIXe siècle, une notion qui est valable pour les Occidentaux et pour le monde chrétien en particulier, parce que c'est la terre du Christ. Qui l'a nourri, en fait. Ce sont les Occidentaux bon. qui auraient inventé finalement ce terme. Ce sont les Occidentaux qui inventent le terme, et ce terme n'apparaît... L'Occident chrétien, toujours par L'Occident chrétien, oui, absolument. L'Occident chrétien, vous avez raison de le préciser. Et ce terme n'apparaît réellement dans la littérature, dans la presse plutôt arabe, aussi bien chrétienne que musulmane, qu'à l'extrême fin du XIXe siècle, on voit les premières occurrences. Et en particulier, à partir du début du XXe siècle, dans la presse arabe qui naît à cette époque-là, dans la foulée de ce qu'on appelait la Narda, c'est-à-dire le mouvement de renaissance culturelle arabe né largement du côté de l'Égypte, vous avez des journaux qui naissent en Palestine à ce moment-là, dont un d'ailleurs s'intitule Philastine, c'est-à-dire le Palestine en arabe, Philastine. Donc le mot déjà commence à prendre dans les milieux arabes. Et pour désigner quoi? Pour désigner précisément une terre qui va de la mer Méditerranée jusqu'à l'outre-Jourdain, c'est-à-dire qui comprend, j'insiste là-dessus, qui comprend la Jordanie actuelle. Il n'y a pas de séparation du côté du Jourdain, c'est les deux côtés du Jourdain. L'idée que la Palestine, c'est de la mer au Jourdain, est une idée récente qui a été forgée par les Anglais en 1921. Et c'est totalement artificiel. Il n'y a jamais eu de séparation dans l'histoire entre ces deux morceaux de la Palestine. Bon, pour des raisons internes à leur calcul politique, les Anglais, on y reviendra sans doute, les Anglais coupent la Transjordanie de la Cisjordanie. Et ils créent cet État artificiel qui s'appelle, la Transjordanie, qu'ils confient à l'un des fils du grand chef arabe musulman gardien des lieux saints de la Mecque, le shérif Hussein. Ce fils s'appelle l'émir Abdallah. Bon, et c'est ainsi. C'est la Jordanie d'aujourd'hui. Et c'est la Jordanie d'aujourd'hui qui va devenir le royaume de Jordanie avec le même émir Abdallah à sa tête qui va devenir le roi de Jordanie en 1946. Bon, c'est un État totalement artificiel. Donc avant les Anglais, les Arabes musulmans considèrent donc la Palestine, donc ils ont quand même accepté le terme, c'est-à-dire c'est tout. Je vais préciser. Ils ne l'utilisent pas beaucoup avant 1920, avant 1921. Ils commencent à l'utiliser. L'occurrence apparaît dès 1899 et a fortiori dans les années 10 quand apparaissent les premiers journaux arabes dans ce qu'on appelle nous la Palestine. Alors pourquoi le terme s'impose dans les milieux arabes, pas dans les milieux juifs? Encore une fois, on voit mal les juifs utiliser un terme qui a été forgé par leurs ennemis pour prouver la déjudaïsation du pays. C'est totalement absurde. Bon. Ils vont l'utiliser à partir de 21. Pourquoi? Parce que dans l'acception commune, le Bilad al-Sham, c'est le Liban, la Syrie, la Jordanie, les territoires palestiniens, y compris Gaza, et l'État d'Israël aujourd'hui. C'est tout ça. Mais à partir du moment où les Français imposent leur loi en 1920 avec le général Gouraud à Damas, et où ils chassent de Damas l'émir Faisal, qui est l'un des fils de Hussein, qui est le frère d'Abdallah, ils le chassent de Damas et ils imposent leur mandat sur la Syrie. À partir de ce moment-là, les leaders de ce qu'on appelle, nous, les leaders arabes de ce qu'on appelle, nous, la Palestine, sont bien obligés de se replier sur un territoire qu'ils vont désigner sous le nom de Palestine. Et donc, d'une certaine façon, la mainmise par le mandat français en 1920 sur la Syrie qui va obliger les Arabes de Palestine à s'appeler Palestiniens. Donc, à partir des années 1920-1930, là, le mot Palestine, incontestablement, s'impose dans ces milieux. Mais encore une fois, ça ne signifie pas qu'il y a une claire conscience d'être un peuple palestinien. La notion de peuple palestinien va se forger lentement en réaction au sionisme, profondément en réaction au sionisme, parce qu'au départ, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, même jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, la réalité n'est pas nationale, elle est clanique. Les gens se définissent par leur appartenance à une famille, d'abord, et à un clan. La Hamoula. Et en dernière instance, ils ne se définiront pas par rapport à une nation, comme nous, Français, Suisses, Anglais, etc. Ils se définiront par rapport à la Oumma, la communauté des croyants.
C'est ça les strates, si vous voulez, les différents cercles d'appartenance. Tout à fait. Donc à l'époque, on peut dire que les Français, les Britanniques et les Arabes musulmans s'entendent sur une définition territoriale de la Palestine ou même pas, ou c'est même pas encore clair. Non, ça n'est pas clair. La seule chose qui est claire, c'est qu'ils sont obligés de définir ce territoire amputé de la Syrie, qui est pour eux une amputation totalement arbitraire, et ils ont raison d'ailleurs, et artificielle, car il s'agit des mêmes mœurs, des mêmes mentalités, de la même langue, des mêmes coutumes, etc. C'est l'islam sunnite qui domine toutes ces régions. Il y a des minorités chrétiennes, il y a des minorités alaouites, il y a des minorités druzes, des minorités bédouines, mais ce sont des minorités. Et des minorités juives, bien sûr. Bon, donc globalement, c'est bel et bien des Arabes et des Arabes musulmans sunnites à 88 ou 90% qui dominent la région. C'est un ensemble culturel totalement homogène. C'est un ensemble qui a sa cohérence. D'accord. Et ça, alors cette période de définition d'une Palestine qu'on appelle mandataire, c'est ça, alors, la on l'appelle Palestine mandataire à partir du moment où les Anglais imposent leur mandat en juillet 1922. On ne peut pas parler de mandataire avant, mais l'idée du mandat, elle est déjà dans les tuyaux à partir du moment où les Anglais ont des vues sur la région et négocient avec les Français secrètement les fameux accords Sykes-Picot en 1916. Sous-entendu, c'est au terme des accords qu'au moment de la victoire contre l'Empire ottoman, qui est allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, on se partagera les dépouilles arabes de l'Empire ottoman, c'est-à-dire de l'Irak globalement jusqu'à ce qu'on appelle, nous, la Palestine. Donc, la Palestine mandataire, c'est toute la Jordanie. Absolument. Tout ce qui est... C'est toute la Jordanie actuelle, ce sont les territoires palestiniens actuels, y compris Gaza, et c'est l'État d'Israël actuel. C'est ça la Palestine mandataire. Hors la Syrie, hors l'Irak. Hors la Syrie, hors l'Irak. Hors l'Irak, et hors l'Égypte. Le Liban, et en revanche, et la Syrie, on faisait partie. Mais dès lors que les Français imposent leur mandat sur le Liban, qui est un État constitué pour imposer une souveraineté aux chrétiens, et à la Syrie, il faut bien se définir par rapport à la séparation d'avec la Syrie. Et donc, c'est donc la Palestine. Mais ce qui change en 1921-22, c'est que les Anglais, pour, d'une certaine façon, être fidèles aux promesses qu'ils avaient faites au shérif Hussein, le gardien des lieux saints de la Mecque, en 1915-1916, pour l'inciter à entrer en guerre contre l'Empire ottoman, les ennemis des Anglais, les Anglais, pour tenir en partie leurs promesses, parce qu'en fait, ils ne la tiennent pas, leurs promesses, ils offrent à l'un des fils de Hussein, Abdallah, cette fameuse Transjordanie, et donc il la sépare arbitrairement de la Palestine. Donc le premier partage de la Palestine a lieu en 1921. C'est comme ça qu'est né cet État artificiel qui va devenir le royaume de Jordanie, et c'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui, en 2025, 60 à 70% de la population jordanienne est d'origine palestinienne. Très clair. Cette Palestine mandataire, il faut bien donner un territoire aux Juifs. Comment... Alors, il faut remonter, nous sommes toujours dans les négociations secrètes des années 1915-1918 entre les Alliés, qui voient bien que l'Empire ottoman, ce fameux homme malade d'avant 1914, va s'effondrer. Militairement, évidemment, il n'est pas d'égale puissance avec la puissance britannique militaire. Ce califat s'effondre d'ailleurs en 1924. En 1924, oui, c'est la fin du califat, et ça, c'est une date fondamentale. Absolument. Vous le savez très bien. Et à partir de 1917, les Anglais, pour des raisons de politique interne, de politique externe, et aussi peut-être pour des raisons religieuses, il ne faut pas les négliger, les Anglais promettent aux Juifs l'établissement, non pas d'un État, le mot ne figure pas dans la déclaration Balfour, ils leur promettent l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif. Alors ça ne veut pas dire un foyer national pour tout le peuple juif, ça veut dire un foyer national pour un certain nombre de Juifs qui ne pourraient plus trouver leur place dans les pays où ils résident et qui voudraient faire le choix de vivre en Palestine, précisément. Non pas pour tous les Juifs, parce que ce que dit très clairement la déclaration Balfour, c'est que l'établissement d'un foyer national en Palestine ne devra pas porter atteinte aux droits des Juifs qui vivent en diaspora, ni aux droits des habitants non juifs de la province de Palestine, c'est-à-dire les Druzes, les Bédouins, les Arabes chrétiens, les Arabes musulmans. Voilà. C'est donc la promesse. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que les Druzes peuvent vivre dans le foyer national juif? Alors un foyer national, ça ne veut pas dire un État. Ça ne veut pas dire une souveraineté étatique. Ça signifie une sorte d'autonomie culturelle. C'est simplement ça. Une autonomie culturelle. Quelle forme ça prendra demain, on n'en sait pas. On n'en connaît pas les contours exacts. Mais globalement, les Anglais se refusent à prononcer le mot État. Les sionistes voulaient prononcer le mot État. Ça a été écarté. Les Anglais sont très prudents. Et jusqu'au bout, d'ailleurs, de leur mandat, ils récuseront le mot État. Bon.
Même si en 1937, on en parlera avec le plan Peel, que les choses changent. Voilà ce qui est promis aux Juifs. Bon. Alors ça, c'est les promesses. Oui. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? La déclaration de Balfour, c'est le 2 novembre 17, et ils la font pour amadouer le mouvement sioniste, dont ils exagèrent l'importance. Ils surestiment l'importance du mouvement sioniste. Pourquoi? Parce que en adoptant le logiciel antisémite qui est celui de l'Occident tout entier à ce moment-là, avec des degrés divers bien sûr, tous ne sont pas antisémites, la classe politique britannique, dont une partie est très marquée par le protestantisme et l'évangélisme anglican, considère que le retour des Juifs en Palestine, en Terre Sainte comme ils disent, hâtera le retour du Christ sur la terre, c'est-à-dire la fameuse parousie. Et donc on a besoin du retour des Juifs sur la terre pour hâter la venue des temps christiques et donc le règne de 1000 ans, le millénium. Bon, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre de partisans de la déclaration Balfour, des Anglais je veux dire, ont en même temps à l'intérieur du Royaume-Uni des positions antisémites. Bon, ça n'est pas contradictoire pour eux. Lloyd George, par exemple, Premier ministre britannique en 1917, celui sous lequel la déclaration Balfour va être promulguée le 2 novembre 1917, Lloyd George vote contre l'admission des Juifs au Royaume-Uni, des réfugiés juifs au Royaume-Uni venus essentiellement de la Russie tsariste et pogromiste, mais en revanche, il est l'artisan acharné et sincère de la déclaration Balfour. Pourquoi? Parce qu'il est sincèrement anglican et d'une certaine façon ce qu'on appellerait aujourd'hui un évangélique, si vous voulez. Bon. Et ça, peut-être pour revenir sur la définition du mot sionisme, parce que là encore, il y a beaucoup de malentendus. Alors, le mot sionisme, d'abord, le mot date de 1890. Bon. Et ce qui est très étonnant, enfin, plutôt frappant qu'étonnant, c'est que le mot est quasi concomitant du mot antisémitisme, qui date de 1879, 11 ans avant. Qu'est-ce que c'est que le sionisme? C'est la volonté de créer un foyer national, les sionistes disent un État juif sur la terre des ancêtres, autant que faire se peut, dans des conditions évidemment difficiles. Et là, il y a un certain nombre de mythes, et vous avez raison de souligner la question du sionisme, relatif au sionisme aujourd'hui. D'abord, il y a des mythes qui tiennent à la diabolisation totale de cette situation, de ce conflit. Nous sommes dans une véritable hystérie collective autour de ce conflit, où l'histoire a perdu droit de cité. Bon, les historiens n'ont pratiquement plus rien à dire. On est dans le domaine des idéologues, des anathèmes, des invectives, des insultes, des injures et de la violence. Bon, alors essayons de redonner sa place à l'histoire. Le sionisme, c'est l'aspiration des Juifs à une souveraineté nationale étatique sur la terre des ancêtres et pas ailleurs. Pourquoi je dis pas ailleurs? Parce qu'il y a eu des tentatives, des idées d'établir un État juif ailleurs qu'en Palestine. Il y a eu l'Oregon, il y a eu la Crimée, les Staline, avec Staline, il y aura plus tard le Birobidjan. Il y a eu la proposition anglaise du Kenya, qu'on appelle improprement l'Ouganda. En réalité, c'est le Kenya actuel. Il y a eu même des tentatives du côté de la Nouvelle-Orléans et il y a eu l'Argentine. Il y a eu 5 ou 6 tentatives, projets, dont certains ont commencé à voir le jour, la Crimée, le Birobidjan, l'Argentine, d'autres en revanche sont restés à l'état de projet. Il y en a eu beaucoup. Bon, ça a été totalement oublié aujourd'hui. Enfin, le Birobidjan, on s'en souvient encore un peu, l'Argentine aussi avec le baron de Hirsch, tous les autres sont tombés dans l'oubli. Et les sionistes, majoritairement à la suite de Théodore Herzl, et d'une certaine façon contre Théodore Herzl, le père du sionisme, se prononce pour le sionisme de Sion. Qu'est-ce que c'est Sion? Sion, c'est l'une des collines de Jérusalem. C'est ainsi qu'on désigne Jérusalem. Vous savez, il y a des dizaines de métaphores pour désigner Jérusalem dans la Bible. Entre autres, il y a celle de Sion. Sion, c'est l'une des collines de Jérusalem. Et donc le sionisme, 1890, c'est cela. Mais est-ce que ça n'est que cela? Non. En réalité, le sionisme, c'est la réponse nationale de Juifs qui s'éloignent progressivement de la tradition et de la croyance en Dieu même, et donc de la synagogue, et qui en même temps ne peuvent pas ne pas être juifs. Comme le dit le père du sionisme russe, Ahad, qui dit « Nous ne pouvons pas ne pas être les fils de nos pères ». Ça signifie que pour un juif russe, pourquoi je parle des juifs russes? Parce qu'à l'époque, avant 1914, la moitié des juifs du monde vivent dans l'Empire russe. On l'oublie, ça. On parle de diaspora, on a l'impression que les juifs sont dispersés sur toute la surface de la Terre. Non, 80% des juifs vivent en Europe avant la guerre de 14. Et la moitié des juifs du monde, je dis bien du monde, vivent dans l'Empire tsariste. Le reste se disperse en Europe. Les communautés du monde arabo-musulman sont chétives, elles sont malingres, c'est à peine 10%, et les communautés américaines nord et sud, c'est à peu près 10%. Voilà, donc le gros du judaïsme est européen, il est ashkénaze et il parle yiddish. Bon, c'est dans ce judaïsme-là que, vers les années 1860,
il y a tout un courant intellectuel, de jeunes intellectuels, qui s'éloignent de la tradition parce qu'ils sont marqués par la pensée européenne, par la sécularisation, parce qu'ils ont lu un certain nombre de philosophes, qui sont marqués par les Lumières, ce qu'on appelle en langage hébraïque la Haskalah. Ce sont des enfants des Lumières profondément, c'est pas seulement des enfants de la Torah ou du Talmud, et dans la mesure où ils ne vivent pas sur une île déserte, mais ils vivent en symbiose avec les intellectuels européens de leur temps, je rappelle qu'un grand nombre d'intellectuels juifs sont polyglottes. Ils lisent parfaitement le russe, bien sûr, et le yiddish, c'est leur langue maternelle, mais ils lisent parfaitement l'allemand, beaucoup lisent l'anglais et le français, donc les philosophes, ils les lisent même dans le texte d'origine. Ces gens-là s'éloignent progressivement de la tradition et de la Torah, mais ils ont le sentiment d'appartenir à un peuple, il leur faut donc définir une autre façon d'être juif. Cette autre façon, ça s'appelle la nation. La nation dans le droit fil du Printemps des peuples de 1848, dans le droit fil de la Révolution française. Je parle de la version girondine de 1792, c'est-à-dire ce qu'est une nation, c'est-à-dire l'appartenance à une langue, à une culture commune, et évidemment ancrée sur un territoire commun. Ce qui ne rejette pas le religieux, mais n'en fait pas l'alpha et l'oméga de la nation. Le religieux, il ne le rejette pas, mais le religieux est dans sa sphère privée. Et pour les sionistes des débuts, et au moins jusqu'en 1930, et je dirais même plus, au moins jusqu'en 1948, jusqu'à l'indépendance d'Israël, le religieux doit rester à la synagogue. Bon. Donc c'est un mouvement laïque. Totalement laïque, profondément laïque. Les religieux, les milieux orthodoxes, si vous voulez, sont marginaux dans l'histoire du sionisme. Et même mieux, les milieux totalement orthodoxes, ce qu'on appelle aujourd'hui les hommes en noir en Israël, ce qu'on appelle en hébreu les charedim, sont hostiles au sionisme. Et quand je dis hostiles, ce sont des ennemis acharnés du sionisme qui iront jusqu'à dénoncer les sionistes à la police tsariste, par exemple. C'est une véritable guerre civile à l'intérieur du monde juif. L'antisionisme juif a été virulent. Il n'est pas seulement orthodoxe, mais il est surtout orthodoxe. Bon. Donc on peut revenir dans les années 20. Donc, quelle est la réponse du sionisme à la Palestine mandataire et à ce petit bout de terre accordé aux Juifs sous le nom Pour le mouvement sioniste, d'abord le mouvement sioniste, il ne naît pas avec Théodore Herzl. Ça aussi, ça fait partie des images d'Épinal et des mythes. Il naît en Russie, dans les années 1880, avec des sociétés qu'on appelait les sociétés des amants de Sion. Bon. Ces sociétés, ce sont des micro-sociétés, ça ne forme pas un mouvement politique, c'est une nébuleuse d'associations qui prône le retour à Sion, qui prône le réapprentissage de l'hébreu, le réancrage dans la culture hébraïque, pas dans la Torah. La Torah, c'est le pain quotidien de ces gens-là. Bon, ces gens-là sont imprégnés de Torah, imprégnés de Talmud, certains ont fait des études supérieures. La Bible est leur univers familier. C'est pas ça le problème. Le problème pour eux, c'est de réancrer dans la culture hébraïque et dans l'idée d'une nation au sens moderne du terme, des Juifs qui s'éloignent de la synagogue. Bon. Donc, quand la déclaration Balfour, quand ces sociétés des amants de Sion naissent à ce moment-là et créent ce qui va devenir, ce qui va mettre sur la route, sur le chemin, le mouvement sioniste, apparaît un personnage qui a l'audace, le charisme, la puissance et l'absence d'inhibition et de timidité des Juifs russes qui sont écrasés par la répression policière et qui n'osent pas et qui ont peur parce que c'est un régime policier qui frappe tous les Russes, pas seulement les Juifs, bien sûr. Bon, c'est une prison. On parlait, vous savez, de la Russie avant 1914 comme de la prison des peuples. C'était le terme qu'on employait. Et c'est la prison des peuples pour tous les peuples, pas seulement pour les Juifs, bien sûr. Mais pour les Juifs, sans doute davantage, parce qu'un antisémitisme y est virulent. Vous avez trois grandes vagues de pogroms entre 1880 et 1920, des vagues de pogroms qui vont s'accentuant et qui finissent dans les années 1918-1920 par un quasi-génocide. Bon. Ce mouvement sioniste, il va être structuré par un homme qui ne connaît pas grand-chose à la culture juive et à la culture hébraïque, qui est très éloigné de la synagogue, qui n'a aucune expérience même ni de la Torah, ni du Talmud, etc., mais qui est convaincu qu'à l'antisémitisme européen, il n'y a qu'une seule solution, c'est un État juif. Bon. Il s'appelle Théodore Herzl, c'est un journaliste autrichien d'origine hongroise, et il a la force, avec peu de choses au départ, à partir de son livre « L'État des Juifs », qu'il publie en allemand en 1896, de monter, à partir de rien, le premier congrès sioniste à Bâle, avec environ 300 délégués, en août 1897. À partir de ce moment-là, le mouvement sioniste est lancé. Et les sionistes russes, qui sont les pionniers en la matière, s'y rallient. Bon. Et ils forment le gros des bataillons. Alors, comment voient-ils la promesse britannique de la déclaration Balfour? Ils le voient de l'extérieur, puisqu'ils n'ont pas émigré à l'époque. Si, attends, je vais y venir. Certains ont été migrés. Ils le voient comme une nouvelle paradisiaque, une nouvelle heureuse.
c'est que c'est quelque chose qu'il n'espérait plus depuis longtemps, que Herzl d'ailleurs avait cherché tout au long de sa vie. Il est mort en 1904. Il a toujours cherché une déclaration internationale reconnaissant la légitimité des Juifs sur une portion de cette terre. Il ne l'a jamais obtenue jusqu'à sa mort. Et là, ils l'obtiennent en 1917. Donc, ils accueillent le mandat britannique avec ferveur. Bon. Et ils ont raison d'ailleurs, parce que le mandat britannique les libère de quoi? Il les libère de l'oppression turque. L'oppression turque est une oppression à la fois anti-arabe et antisioniste. Le nationalisme arabe a énormément souffert des Turcs. Il y a eu des séries de pendaisons en 1915-1916 à Damas et Beyrouth. Et il les libère aussi de la dîma, c'est-à-dire du sort imposé aux Juifs et aux chrétiens. Certes, la dîma avait été abolie par l'Empire ottoman en 1856. Ah, peut-être on peut préciser ce Je vais préciser. La dîma, qui est un statut de protection, c'est le terme exact signifié en arabe, un statut de protection pour les Juifs et les chrétiens des religions du livre en terre d'islam, mais ce statut de protection est en même temps un statut d'infériorisation et de minoration du sujet juif et chrétien. Dans la loi, ce statut a été aboli par l'Empire ottoman en 1856, mais il y a un gouffre entre la loi et la réalité pratique. Surtout que c'est fondé sur la tradition coranique. C'est fondé sur la tradition. Donc en réalité, dans les esprits et les mentalités, la dîma continue à sévir. Bon, eh bien, l'arrivée des Anglais va évidemment abolir totalement la dîma dans la mesure où les sujets palestiniens, aussi bien arabes, bédouins que juifs ou druzes, etc., relèvent désormais des tribunaux britanniques, surtout pour le droit pénal. Pour le droit civil, non, c'est plus compliqué. Bon. Donc les Juifs ont accueilli avec ferveur la déclaration Balfour. Bon. Les sionistes. Les sionistes, oui. Alors vous m'avez demandé il y avait déjà eu une immigration. Oui, il y a eu une immigration des sionistes proprement dit à partir de 1881-1882, de Roumanie et de Russie, c'est les grands foyers du peuplement juif. Il y a eu 2 vagues d'immigration, en 81, entre 80 et 1900, et entre 1904 et 1914. En gros, pour les 2 vagues, 80 000 arrivées. En notant que toutefois que sur ces 80 000 arrivées, une grande partie sont repartis tellement les conditions de vie étaient très difficiles. Bon. Mais ceux qui sont restés étaient les plus motivés idéologiquement. Ce sont ceux qui sont restés, surtout ceux de la 2e vague d'avant 1914, qui vont être qui vont former le cadre du futur État d'Israël. Parmi eux, il y a David Ben-Gourion, qui est celui qu'on considère comme le fondateur de l'État d'Israël, et à juste titre d'ailleurs. Bon. Donc il y a déjà une immigration. Et en même temps, si je ne disais que cela, je serais incomplet. Pourquoi? Parce qu'au même moment, et ça c'est très peu connu, au même moment où le mouvement sioniste se forge essentiellement en Russie, même si son grand organisateur politique est un juif autrichien, mais le gros des troupes, je l'ai dit, ce sont des troupes des juifs russes, au même moment a lieu en Palestine, dans la vieille communauté juive de Palestine, car il y a toujours eu une communauté juive en Palestine, depuis les temps immémoriaux, bien avant la mort du Christ et bien au-delà. Et il y a toujours eu des vagues d'immigrants qui sont arrivés en Palestine, mais sans motivation politique. Ce sont des immigrations religieuses. Et ce sont des filets d'immigration, c'est-à-dire 200 personnes, 300 personnes, 400, etc. Avec parfois des pics, comme au moment de l'expulsion d'Espagne des Juifs par la royauté espagnole en 1492 et en 1496 pour le Portugal. Là, il y a eu une vague d'immigration très importante. Bon. Bien, dans le cœur de cette vieille communauté essentiellement séfarade de Palestine, et pas ashkénaze, qui est une communauté qui est intégrée dans la vie locale, qui parle le ladino à la maison, mais qui parle l'arabe dans la vie quotidienne, et qui a des rapports avec la population arabe, qui est impliquée dans la vie locale, qui est insérée dans la vie locale. Il y a, dans les années 1860, un renouveau de l'hébreu dans ces communautés-là, avec la naissance des 2 premiers journaux en hébreu, en 1863 et en 1870, et c'est dans ces milieux-là, hébraïsants, que naît l'idée de commencer à enseigner aux enfants, qui ne parlent pas l'hébreu, qui parlent le ladino à la maison, bon, ou pour certains le judo-arabe, ou l'arabe tout court, de leur enseigner les matières fondamentales, l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, les mathématiques, en hébreu. Dès les années 1880, à partir de rien, ils vont forger les premiers manuels, et c'est progressivement que dans cette communauté également émerge l'idée de commencer à parler aux enfants directement en hébreu. C'est-à-dire que l'hébreu, contrairement à la légende, n'était pas une langue morte, ne l'a jamais été, c'est pas le latin. Parce que les Juifs ont toujours continué à converser en hébreu entre communautés différentes, et à s'écrire en hébreu quand ils voulaient se comprendre. Quand un rabbin de Marrakech voulait correspondre avec un rabbin de Cracovie en Pologne, il ne pouvait le faire qu'en hébreu. Quand il voulait parler,
C'était la langue commune, la seule langue commune juive. Quand ils voulaient parler, qu'ils se rencontraient, c'était le cas de Ben Yehuda en Algérie, et c'est un juif russe, il s'appelle Eliezer Perman, il est envoyé en Algérie pour soigner sa tuberculose, et arrive le premier Shabbat, il entre dans la première synagogue venue. Mais comment peut-il s'entretenir avec les juifs locaux? Il ne sait pas bien le français, ou il baragouine à peine, et il ne sait pas l'arabe. Il parle en hébreu, bien sûr. Mais l'hébreu, en revanche, n'était plus une langue maternelle. Le saut qui va se passer dans les années 1890 en Palestine et uniquement en Palestine, c'est qu'on va commencer progressivement et tout doucement à parler en hébreu aux enfants, dès le plus jeune âge. Et l'hébreu va redevenir une langue maternelle. Ce qui fait que quand les Anglais arrivent pour imposer leur mandat en 1918, le général Allenby, ils sont surpris de constater qu'à Tel Aviv, qui est une agglomération qui a été fondée en 1909, la moitié des Juifs parlent l'hébreu dans la vie quotidienne. Et ils sont surpris de constater qu'aux devantures des magasins, des cafés, des épiceries et autres, il y a des inscriptions en hébreu, tout simplement. Donc l'hébreu redevient une langue, non seulement une langue littéraire et journalistique, et une langue d'enseignement, mais une langue maternelle avant 1918. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que, indépendamment du mouvement sioniste en Europe, est né au cœur de la Palestine ottomane de l'époque, au cœur de la vieille communauté séfarade, un renouveau hébraïque qui embraye sur un renouveau national. C'est-à-dire que d'emblée, avant 1914, vous avez au cœur de la vieille communauté juive de Palestine un mouvement hébraïque qui s'apparente à un mouvement de décolonisation. De décolonisation par rapport à quel maître? Par rapport au maître musulman et au maître turc. Par rapport à la dima, par rapport à la suggestion que fait peser l'islam sur ces communautés juives du Proche-Orient et du monde méditerranéen en général. Donc il y a tout pour donner corps à un État à partir de ce foyer national juif. Absolument. Alors, il y a déjà en 1918 les éléments d'un pré-État. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que lorsque vous regardez aujourd'hui les grandes institutions de l'État d'Israël, sur le plan éducatif ou journalistique, sur le plan de la santé par exemple, sur le plan bancaire, et même dans certains cas pour les entreprises industrielles, vous constatez qu'un très grand nombre d'institutions ont été créées avant 1940, c'est-à-dire avant la Shoah, et même mieux dans les années 1920. Si vous prenez la sécurité sociale, elle a été fondée en 1920. Si vous prenez l'équivalent de ce qu'on appelle nous la Croix-Rouge, qui s'appelle en hébreu le Magen David Adom, 1920. Si vous prenez le premier grand syndicat hébraïque, c'est 1920 la Histadrut. Pourquoi je dis le premier grand? Parce qu'il y a déjà eu un premier syndicat en 1874. Les titres de la presse hébraïque ne naissent pas après la Seconde Guerre mondiale. Le journal Haaretz, tout le monde connaît Haaretz, a été fondé en 1919. D'autres journaux ont été fondés dans les années 20, ils ont disparu depuis. L'Université de Jérusalem a été fondée en 1925. Un certain nombre d'entreprises que les Israéliens connaissent, ou le grand public occidental ne les connaît pas, ont été fondées dans les années 30. Je pourrais continuer la liste. Et alors cet État qui se pense déjà en tant que tel, mais qui s'appelle officiellement Foyer national juif, comment conçoit-il ses frontières? Il n'y a pas de frontières, précisément, parce que quand les Anglais ont séparé la Transjordanie et la Jordanie, le mouvement sioniste a très mal réagi. Il a considéré que c'était un vol, une amputation de ce qu'ils considèrent, eux, la terre historique de Palestine. Alors qui va où? Alors précisément, pourquoi le considèrent-ils comme la terre historique de Palestine des deux côtés du Jourdain? Parce que quand vous vous en référez au territoire biblique, parce que tout cet ancrage-là, c'est un ancrage lié à la tradition, lié au livre fondateur de ce peuple, je ne parle pas d'ici d'une promesse divine. Vous n'avez aucun sioniste qui, avant 1948, invoque Dieu pour dire « Dieu nous a donné cette terre ». Ça, c'est un mouvement totalement laïque. Cette histoire selon laquelle les sionistes créeraient un État juif parce que Dieu leur a promis cette terre, ça, c'est une invention de la propagande, si vous voulez, antisioniste. Non, personne ne tient ce discours. C'est important de le dire. Personne ne tient ce discours. Ils tiennent le discours essentiel pour eux, c'est que le lien symbolique qui les lie à cette terre et qui fait que tout leur imaginaire culturel, national, identitaire est habité par cette terre et habité par Jérusalem, fait qu'effectivement, la plupart d'entre eux n'habitent plus cette terre, mais ils sont habités par elle. Par la et c'est l'ossature même de leur conscience nationale. Et cette ossature même repose sur l'hébreu, et c'est pour ça que je vous parlais de la révolution de l'hébreu tout à l'heure. Et donc, comment voient-ils leurs frontières? Mais pour eux, les frontières, c'est des deux côtés du Jourdain. Mais en même temps... Mais jusqu'à où? Voilà. Du côté du Jourdain, c'est jusqu'à en gros, la Jordanie actuelle, la frontière Jordanie actuelle. Mais un homme comme Ben Gurion et ses amis, qui font partie de la gauche
du foyer national juif sont réalistes. Ils considèrent que les Britanniques reviennent sur leurs promesses, la déclaration Balfour, mais qu'en même temps, ils n'ont pas d'autres alliés dans la région. Donc, ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Ils ravalent leur rancœur et leur amertume et ils acceptent la fameuse frontière du Jourdain qui est pour eux artificielle. Très bien. À part une petite portion du mouvement sioniste, ils l'acceptent. Bon, parce que c'est ainsi, le rapport de force leur est défavorable. Ils sont pragmatiques. Et vous voyez, c'est exactement le mot qui caractérise Ben Gurion jusqu'à la fin. C'est un pragmatique, c'est pas un idéologue. Bon. Donc, ils font avec, même s'ils considèrent qu'on leur a volé une partie du territoire. Et quelle partie? On leur a volé 72% du territoire, c'est pas rien. La Palestine historique des deux côtés du Jourdain, c'est 100 000 km². La Jordanie, c'est 72 000. Vous faites le calcul, il reste 28 000. Donc, la Palestine qui reste pour établir un foyer national juif, pas sur toute la Palestine de la mer au Jourdain, mais sur une partie. C'est ce que dit le texte. C'est une partie des 28 000 km². Je rappelle que 28 000 km², c'est 4 départements français. Oui, c'est tout petit. Une idée. C'est tout petit. Et que la frontière, la distance entre la mer et le Jourdain, on a l'impression, quand on parle de territoire occupé, qu'on a affaire à la Sibérie ou au Texas, c'est 70 km, pas plus. C'est Paris-Fontainebleau. Bon. Alors, arrive 1940. Les Anglais ont promulgué la déclaration Balfour en 1917. Ils ne s'attendaient pas à un refus arabe aussi violent et aussi massif et presque aussi unanime. Bon. Et ils s'attendaient, première surprise, ils ne s'attendaient pas non plus à une islamisation du refus arabe à partir de la fin des années 20, sous la houlette de Amin al-Husseini, Moufti de Jérusalem, qu'ils ont eux-mêmes nommé à ce poste d'ailleurs, en pensant qu'avec lui, venant d'une très grande famille de Palestine, il y a 6 ou 7 grandes familles, les clans, les fameux clans dont je parlais tout à l'heure, qui dominent la société palestinienne. Les Husseini sont parmi ces grandes familles. Ils pensaient qu'avec un Husseini, ils auraient la paix civile. D'ailleurs, c'est pas faux. Oui, et ils vont être en même trahis. temps, ils vont être trahis puisqu'il prendra plutôt le parti d'Hitler. Absolument. Ils vont être trahis très tôt, ouvertement en 1937 et dès 1933, quand Hitler arrive au pouvoir. Bon. Les Anglais, surpris par l'ampleur du refus arabe et l'islamisation du refus arabe, contre laquelle ils n'ont aucune prise sur le fond, ils savent très bien que c'est une matière explosive que la religion, ici, les Anglais commencent à faire machine arrière sur les promesses faites aux Juifs. Et de 1920 à 1948, ils ne cesseront de revenir sur leurs promesses, jusqu'en 1939, où là, ils ont complètement abandonné la déclaration Balfour. Bon. Mais en même temps, ils sont contraints. Abandonner, ça veut dire quoi Je m'explique. Oui. Ils sont contraints, malgré tout, de poser les bases d'un foyer national juif. Pourquoi? Parce qu'ils disposent d'un mandat de la Société des Nations. Et que dit ce mandat? L'ancêtre de l'ONU. L'ancêtre de l'ONU. Ce mandat de la Société des Nations de Genève inclut la déclaration Balfour dans le texte. Ce mandat, donc, oblige les Anglais, comme puissance mandataire, à poser les bases d'un foyer national juif. Autrement dit, ils sont en Palestine aussi pour remplir ce mandat. Donc, ils ne peuvent pas revenir totalement sur leurs promesses. Donc, ils vont essayer de ménager la chèvre et le chou pour éviter les émeutes arabes et la colère arabe, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, dans les années 30, ils vont favoriser largement le camp arabe. Pourquoi? Parce qu'il est majoritaire, mais surtout parce que le camp arabe dépasse les questions de la Palestine, les frontières de la Palestine. C'est un ensemble gigantesque qui va du Maroc à l'Irak. L'histoire Et quand se précise la guerre avec les nazis, avec l'Allemagne hitlérienne en 1937 et surtout 1938 après les accords de Munich, il est clair qu'ils ont peur que le monde arabe bascule du côté de l'Axe, bascule du côté d'Hitler et de Mussolini, et donc ils sacrifient les Juifs. Ils sacrifient la déclaration Balfour et ils reviennent totalement sur leurs engagements de 1917. Alors, en 1939, les Juifs en Palestine, le foyer national juif n'est pas celui de 1920. Je dis en quelques chiffres. En 1920, au sortir de la Première Guerre mondiale, qui a été une période effroyable pour la Palestine, aussi bien pour les Arabes que pour les Juifs, la répression turque est épouvantable. Elle a entraîné une famine d'abord, une famine généralisée, avec énormément de morts par famine et une épidémie de typhus terrible. La Palestine est exsangue. Bon, en 1918, quand les Anglais y arrivent, ils voient un pays désolé. Combien de Juifs et combien de population générale? Il faut avoir des ordres de grandeur. En gros, entre la mer et le Jourdain, vous avez moins d'1 million d'habitants, moins d'1 million. Je rappelle qu'aujourd'hui, entre la mer et le Jourdain, on est pratiquement à 15 millions d'habitants. 15 millions. Moins d'1 million d'habitants. Sur ce million d'habitants, 60 000 juifs environ. 50 000 à 60 000 juifs. Bon. Il y a eu, grâce au parapluie britannique,
il y a eu des vagues d'immigration juive qui ont réussi à s'installer. Elles ne sont pas libres. C'est-à-dire que n'entre pas qui veut en Palestine. Il faut non seulement montrer patte blanche sur le plan politique, si vous êtes suspect de sympathie communiste, vous n'avez aucune chance d'entrer, mais il faut montrer également que vous êtes solvable. Et il faut avancer un capital de 1000 livres palestiniennes, qui correspondent en gros aux livres britanniques. C'est une fortune à l'époque. 1000 livres palestiniennes, c'est 2 ans de revenus d'un ouvrier. 2 ans. C'est pas rien. Donc, l'agence juive, qui est l'exécutif du foyer national juif, l'agence juive essaie de rassembler de l'argent, parce que les particuliers n'ont pas cette somme, pour obtenir des visas. S'ils obtiennent cette somme, ils obtiennent un certain nombre de visas, et pas non plus de façon infinie. Donc, l'immigration n'est pas libre, mais malgré tout, le foyer national juif s'étoffe. Il s'étoffe très modestement jusqu'en 1929, petitement. En gros, il passe de 60 000 à 170 000. C'est peu. C'est peu quand vous savez que dans le monde, il y a à cette époque 16 millions de juifs. C'est-à-dire qu'en gros, en Palestine, vivent 1% des juifs du monde. Le sionisme attire beaucoup la sympathie des juifs du monde, pas de tous, pas de tous, loin de là, d'une partie des juifs du monde, mais ils ne sont pas prêts à franchir le pas. Bon. En revanche, à partir de 1932, vous avez une immigration qui est beaucoup plus forte, qui est liée à la montée de l'antisémitisme en Europe et forcément en 1933 à l'arrivée des nazis au pouvoir. Et là, l'effectif démographique du foyer national juif s'envole. On passe de 170 000 personnes en 1929 à 470 000 en 1939. Il a triplé. Il avait déjà triplé d'ailleurs. Il avait déjà, oui, presque triplé. Triplé de 60 000 à 170 000 et maintenant à 470 000. C'est ça. Donc il triple. Et là, 470 000 sur combien d'habitants ? En gros, 1 800 000 entre la mer et le Jourdain. 1 800 000, c'est-à-dire que les Juifs représentent presque un tiers. Ce n'était pas le cas du tout en 1920. Donc c'est déjà une puissance. Et à ce moment-là, en 1939, parce que les bruits de guerre se précisent en Europe et que les Anglais savent, malgré leur politique d'apaisement, que la guerre avec Hitler est quasi inévitable, ils veulent ménager le monde arabe où la cause palestinienne est une cause très défendue, et ils abandonnent complètement le foyer national juif. Et ils promulguent ce qu'on appelle le livre blanc, le 3e livre blanc, il y en a eu 2 autres avant, en mai 1939, dans lequel ils reviennent totalement sur la déclaration Balfour, et ils disent 3 choses très importantes. Premièrement, les Juifs n'ont plus le droit d'acheter de terre en Palestine, sauf sur 5% du territoire. 5%. Deuxièmement, l'immigration juive sera contingentée, 75 000 personnes sur 5 ans, et ensuite plus personne. Ça, c'est quand cette décision ? 1939. C'est ce qu'on appelle le livre blanc. 75 000 personnes sur 5 ans, et ensuite plus personne, sauf si les Arabes l'acceptent. On imagine bien que les Arabes n'accepteront pas. Et 3e mesure du livre blanc, dans un délai de 10 ans, donc 1949, il y aura un vote de la population palestinienne qui amènera à l'indépendance du pays. Comme le rapport démographique est de 1 sur 2, 1 juif, 2 arabes, l'indépendance de la Palestine arabe est inévitable. Et à ce moment-là se pose la question de savoir que fera l'exécutif arabe de la population juive. Mais ils le disent. Tous les juifs entrés après 1920 devront repartir, c'est-à-dire 80%. Bon. Qui le dit d'ailleurs ? Qui représente le Haut Comité arabe. C'est l'exécutif arabe. Si vous voulez, c'est le pendant de l'agence juive pour les Arabes. Le Haut Comité arabe. Il est présidé par qui ? Il est présidé par Amin al-Husseini. Ah, ok. Lequel Amin al-Husseini, qui a été l'homme des Anglais et l'allié des Anglais jusqu'en 1937, passe complètement dans l'autre côté. Il se réfugie sur l'esplanade des mosquées en 1937 parce que les Anglais ne peuvent pas y pénétrer, et il est exfiltré vers le Liban en octobre 1937. Et d'ailleurs, du Liban, il passera en Irak, etc., et ensuite en Allemagne. Il ne reviendra jamais en Palestine. Bon, donc voilà la situation en 1939. Alors comment on arrive au plan de partage ? Bien, entre 1939 et 1945, la paix règne en Palestine, le calme règne après les 3 années de rébellion entre 1936 et 1939. La paix règne pour 2 raisons. D'abord, par la répression britannique est impitoyable. Les Britanniques ont fait venir plus de 100 000 hommes, et non seulement ils ont fait venir 100 000 hommes avant 1939, mais la guerre venant... 100 000 soldats. 100 000 soldats, oui. La guerre venant, la Palestine devient la plaque tournante des troupes alliées pour toute la région Méditerranée Proche-Orient. C'est-à-dire qu'arrivent des troupes australiennes, néo-zélandaises, américaines, etc. Donc c'est un foyer de militaires considérable. Bon, c'est la première raison de la paix civile. La deuxième raison, c'est que jamais la Palestine ne s'est autant enrichie que durant les années de guerre. C'est-à-dire que la présence de tant de soldats alliés fait marcher l'économie
palestinienne, aussi bien juive qu'arabe. Les affaires vont bon train et en règle générale, ça apaise un peu les esprits. Donc jamais il y a eu un tel enrichissement des deux côtés, aussi bien chez les juifs que chez les arabes, et ça a concouru à la paix civile. Mais personne ne se fait d'illusions. On sait très bien que quand la guerre se terminera, les tensions sont toujours là. Et elles vont ressurgir. Et effectivement, en 1945, elles ressurgissent. Et ce sont des tensions qui viennent essentiellement des Juifs vis-à-vis des Anglais. En clair, ce que disent les Juifs, c'est que les Anglais sont responsables en partie de ce qui s'est passé en Europe, de la tragédie de la Shoah, parce qu'ils ont fermé les frontières de la Palestine à une époque où ils étaient au courant de ce qui se passait en Europe, dès le mois d'août 1941, et ils ont maintenu les frontières fermées. Ça, c'est attesté. C'est attesté, c'est totalement prouvé. Ce n'est pas le sujet de notre entretien, mais on pourrait en parler pendant 20 bonnes minutes, si vous voulez. C'est totalement prouvé. Et il ne le nie pas, d'ailleurs. Churchill le nie d'autant moins, Churchill, qui est philo-sioniste, qui est Premier ministre, mais qui en même temps ne peut pas aller contre toute son administration. Churchill parle en août 1941 au micro de la BBC d'un crime, il parle de la Shoah, qui ne s'appelle pas encore la Shoah, il parle d'un crime qui n'a pas de nom. Il est au courant par les services secrets britanniques de ce qui se passe à l'Est, du côté de l'Union soviétique envahie par les nazis. Bon. Donc les Anglais ont une responsabilité indirecte dans ce qui s'est passé. Et pour les Juifs, la guerre terminée, ils se retournent contre les Anglais, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, évidemment, les Anglais sont leurs alliés, pour ouvrir les frontières de la Palestine. Parce que les Anglais maintiennent les frontières de la Palestine fermées. Pourquoi ? Parce que le fameux quota de 75 000 immigrants est épuisé, c'est terminé. Donc n'entre plus personne en Palestine. Or, il y a des centaines de milliers de réfugiés rescapés de la Shoah qui sont dans les camps des personnes déplacées en Europe. Et il y a des dizaines de navires d'immigrants clandestins qui tentent de forcer le blocus et qui sont arraisonnés par la marine britannique et envoyés en général vers Chypre, pour l'essentiel dans les camps de Chypre où ils sont internés. Donc ça, c'est entre 45 et 48 ? Exactement. Bon. Donc les tensions reprennent, mais les tensions essentiellement entre Anglais et Juifs. Et du côté arabe, la position arabe est très claire. Il n'y aura pas de foyer national juif, il n'y aura pas d'État juif. Et si demain l'indépendance nous est donnée, dit le Moufti de Jérusalem, mais la Ligue arabe aussi qui vient d'être créée en 1945, l'essentiel des Juifs de Palestine devront repartir. Bon, à une époque où, au contraire, des centaines de milliers de Juifs demandent à venir. Bon, on est dans une situation inextricable. Les Anglais tentent de négocier avec les uns, les autres, etc. Ils se heurtent à un mur et ils décident en février 1947 de confier le dossier à l'ONU et de se retirer. Et ils précisent même, à la fin de l'année 1947, qu'ils quitteront la Palestine avec armes et bagages le 14 mai 1948. Donc, aux Nations Unies de se débrouiller. Et les Nations Unies font un énorme travail. Ils nomment commission sur commission qui se rendent sur place, qui auditionnent les uns et les autres. Et la dernière commission en date, qu'on appelle l'UNSCOP en 1947, qui reste 3 mois en Palestine, qui auditionne les chefs juifs, les chefs arabes, etc., et qui retourne ensuite aux États-Unis rédiger son rapport, remet son rapport début septembre 1947, et que dit le rapport ? Mais il dit exactement la même chose que ce qu'avait dit un rapport anglais en 1937, le rapport Peel. Il n'y a pas de solution pour un État commun entre juifs et arabes, le niveau de mésentente est total, il faut séparer les deux populations, il faut donc couper le territoire en 2 États. Aussi simple que cela. Mais eux vont très loin, ils précisent même les frontières des 2 États. Et ce rapport n'est évidemment pas force d'exécution. Ce rapport est soumis à l'Assemblée générale des Nations unies, qui doit voter. Et le vote a lieu, le vote historique a lieu le 29 novembre 1947. Et le vote est sans appel, 33 voix pour, 13 voix contre et 10 abstentions. Le plan est adopté. Alors que dit le plan ? Il dit qu'il y aura 2 États en Palestine, un juif et un arabe, avec des frontières biscornues très étranges. On a parlé d'un plan à la Picasso, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a 3 morceaux d'État juif et 3 morceaux d'État arabe. C'est totalement absurde. Bon, c'est comme ça. Ils ont tenu compte de la démographie, bien sûr. Bon. Le plan est accepté par la partie juive. Bon, la mort dans l'âme, parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. Mais en même temps, ils ont pour la première fois l'idée d'un État juif à portée de main. Ça va être un peu difficile à décrire, mais en gros... On est où dans l'espace Alors, vous prenez la Palestine entre la mer et le Jourdain, d'un seul tenant. Et vous avez la Galilée qui est séparée entre une Galilée juive et une Galilée arabe. Vous avez la côte palestinienne qui descend de Haïfa à Tel Aviv, la côte sur 10 km de largeur qui est juive. L'intérieur des terres, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, qui est arabe. Et une grande partie du Negev est juive. Et donc, la plus grande partie de la Cisjordanie est arabe. Le territoire de Gaza, par exemple, est arabe.
Et l'exception à ce partage en trois morceaux ici, 3 morceaux là, c'est la région de Jérusalem. Elle reste sous contrôle britannique et demain sous contrôle international. Pourquoi ? Parce que c'est la zone des lieux saints des 3 religions. Donc, comme c'est une zone très conflictuelle, ce sont les Nations Unies qui s'en occuperont. D'accord, donc l'idée c'est de faire 2 États à partir de 3 morceaux chacun. Voilà. Avec un mécontentement profond de la partie juive. Pourquoi ? Parce que Jérusalem, c'est 1/6 de la population juive, et c'est en plus le lieu historique fondamental du peuple juif. Bon. Et côté arabe, j'imagine qu'il n'est pas acceptable. Alors, les juifs l'acceptent, la mort dans l'âme, mais ils l'acceptent parce que, bon, après la tragédie de la Shoah, ils ont cette fois à portée de main un État, même si ce sont des frontières totalement biscornues et indéfendables, mais enfin ils l'ont, et il est reconnu par la communauté internationale. Côté arabe, le refus est immédiat dès le 30 novembre 1947. Et ça entraîne alors deux réactions. Premièrement, la Ligue arabe, qui est toute jeune, dit non au plan des Nations Unies dès le lendemain, 30 novembre, en menaçant d'ailleurs, juste avant, d'un bain de sang si le plan était voté. Et la population sur place, sur le terrain, commence à se révolter contre le plan dès le 30 novembre. Les émeutes commencent ce jour-là. Donc la guerre judéo-israélo-arabe a commencé le 30 novembre 1947. Par des attaques d'autobus, des attaques de villes, des attentats dans les marchés. Préventives d'une certaine manière. Voilà. Donc le conflit, il y a eu 2 conflits, si vous voulez, en Palestine. Un conflit intra-palestinien entre juifs palestiniens et arabes palestiniens qui va du 30 novembre 1947 au 14 mai 1948, date de l'indépendance d'Israël. Et la Ligue arabe a dit, si l'État d'Israël est proclamé, nous envahirons cet État et nous le détruirons. Et donc le 15 mai 1948, les derniers soldats britanniques étant partis, et l'État ayant été proclamé, ils tiennent parole, et ils envoient 5 États. Envoient des contingents, ce n'est pas toute l'armée. Alors, quels sont ces États ? 5 États sont impliqués dans la bataille. C'est l'Irak, qui n'a pas de frontière commune. C'est le Liban, de façon très symbolique, ils envoient à peine 1000 hommes. C'est la Syrie. C'est la Jordanie, qui a l'armée la plus puissante, la fameuse Légion arabe, qui est commandée par un général anglais. Et l'Égypte. Globe Pacha, et l'Égypte, bien sûr. Et l'Égypte, qui a une armée puissante également, parce que c'est l'une des seules à avoir une véritable aviation et une artillerie lourde. Donc, les observateurs internationaux et les journalistes, le 14 mai 1948, sont évidemment présents à Tel Aviv pour la proclamation de l'État, mais quand vous lisez la presse de l'époque anglo-saxonne ou française, personne ne donne très cher de la survie de l'État juif. Non seulement les frontières sont indéfendables, non seulement il n'y a pas de zone réellement homogène, mais les troupes juives en face ne disposent pas d'armes lourdes, ne disposent pas d'aviation, ne disposent pas de blindés, ne disposent pas de canons lourds, ils disposent d'armes légères, de mitrailleuses, etc., mais pas de blindés, par exemple, et encore moins d'avions. Ce qui va sauver la partie juive, c'est essentiellement les achats d'armes réalisés par les sionistes en Europe. Ces achats d'armes sont possibles grâce au judaïsme américain, pas grâce aux États-Unis. Les États-Unis ne donnent pas $1. Mais le judaïsme américain, donc la solidarité juive des États-Unis a joué énormément. Et quand Ben Gurion envoie son émissaire aux États-Unis pour récolter de l'argent en février-mars 1948, elle s'appelle Golda Meir, elle est connue bien sûr, et il pensait récolter 5 à 10 millions de dollars, Golda Meir revient avec 50 millions de dollars. Tout ne va pas vers les achats d'armes, une grande partie y va. Les achats d'armes, mais vers qui ? Qui est prêt à acheter des armes alors que l'ONU a décrété un embargo sur les armes ? C'est ça qui est intéressant à noter. Et les États-Unis ont décrété un embargo dès le début des troubles. Donc il ne faut pas compter sur les armes américaines, et encore moins anglaises. Les Anglais sont hostiles à la naissance d'Israël, ils se sont abstenus lors du vote du 29 novembre. Non, c'est grâce à Staline que les sionistes vont acheter des armes. Staline donne l'ordre aux Tchèques, qui disposent d'une véritable industrie d'armement avec Skoda, l'entreprise Skoda. Il donne l'ordre aux Tchèques de fournir les armes aux sionistes contre argent comptant. Ce ne sont pas des cadeaux, bien sûr. C'est donc grâce aux livraisons d'armes tchèques payées par l'argent de la diaspora américaine que les forces juives commencent à rétablir l'équilibre en leur faveur et vont même acheter 3 ou 4 avions en pièces détachées qui vont remonter sur place, et même des premières unités blindées qui viennent toujours d'Europe de l'Est, de l'Europe communiste, par le feu vert de Staline. C'est à ce moment-là que le rapport de force change et que militairement, à partir du mois de juillet 1948, face aux 5 contingents des armées arabes, l'armée israélienne, car désormais on parle d'armée israélienne, l'armée israélienne a le dessus. Elle s'appelle le Tzahal ? Elle s'appelle Tzahal à partir du 26 mai 1948. Bon. Elle a le dessus et elle repousse les forces arabes les unes après les autres. Et donc ça, c'est l'histoire de la guerre israélo-arabe qui dure jusqu'en mars 1949, avec des trêves
imposée par les Nations Unies et acceptée par les deux parties. C'est une guerre fondatrice d'un État. C'est la guerre fondatrice, absolument. Et dans cette guerre fondatrice a lieu en partie l'exode palestinien, que les Palestiniens appellent la Nakba, Oui. mais la Nakba, qui signifie la catastrophe en arabe, ne signifie pas seulement l'exode. La Nakba, c'est la création d'Israël. C'est la création d'Israël et c'est l'exode d'une partie des Palestiniens. Donc la Nakba, c'est un épisode très important dans cette histoire. Évidemment, on n'a plus le temps maintenant, mais si vous voulez bien revenir une prochaine fois, Bien on sûr. en parlera en détail et sur Oui. ces prolongements Bien sûr. jusqu'à aujourd'hui. Il est très important d'expliquer ce qui s'est passé avec la Nakba, donc forcément la nature des combats qui ont lieu entre, en gros, le mois d'avril 48, avant l'intervention des États arabes, jusqu'aux accords d'armistice du mois de mars 1949. Pourquoi y a-t-il eu 400 à 450 000 Palestiniens qui ont été chassés de chez eux? J'en parlerai. Pourquoi y a-t-il eu 750 000 réfugiés palestiniens à ce moment-là? Pourquoi il y a un certain nombre de réfugiés juifs qui ont été expulsés de la vieille ville de Jérusalem? Et pourquoi cela a entraîné également l'exode des juifs des pays arabes qui ont été soit exclus ethniquement, soit expulsés carrément, dans le cas de l'Égypte, soit incités au départ de façon sournoise en l'espace de 20 ans? Toutes les communautés juives du monde arabe ont disparu et c'est le pendant, hélas, de la Nakba. Donc il faut expliquer tout cela et replacer cela dans un contexte historique, bien sûr. Très bien, merci beaucoup Georges Bensoussan. Donc vous l'avez compris, il y aura une prochaine édition, peut-être 2, on verra. Il y a tellement de choses à dire. Merci en tout cas pour ces explications clarissimes d'un conflit extrêmement complexe. Merci.